Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises qui mettent au cœur de leur stratégie la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité c'est Benoît Schmitt, le président de Watt & Well. On va parler de batteries bidirectionnelles ou quand une voiture peut alimenter un immeuble et vice-versa. Le débat de cette émission, il porte sur le biogaz, comment accélérer son développement. On va découvrir ce que la mention gaz vert qui vient d'être lancée peut bouleverser, changer dans le secteur du bâtiment. Et puis dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble la Food Truck Agency, ses cantines mobiles, ses produits frais et ses circuits courts, batterie, biogaz, alimentation, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Benoît Schmitt, bienvenue. Vous êtes donc le président de Watt & Well, vous venez de lever 10 millions d'euros, près de 10 millions d'euros, on va évidemment en parler dans un instant. Mais d'abord, j'ai vraiment une question de curieux, comment ça marche, une batterie bidirectionnelle ? Bonjour. Donc effectivement, une batterie bidirectionnelle, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une batterie peut être chargée, mais elle peut être déchargée. Donc son objectif, c'est vraiment de stocker de l'énergie électrique. Et du coup, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que la batterie d'un véhicule standard, d'un véhicule électrique standard, permet d'alimenter une maison pendant 2 jours environ. Donc il y a beaucoup d'énergie stockée dans une batterie. Et l'intérêt de l'innovation qu'on propose, c'est vraiment d'utiliser ces batteries qui sont déjà là finalement, qui ont été déjà achetées, dans le but finalement de les réutiliser pour soit alimenter sa maison, soit même aider le réseau électrique dans son ensemble à pouvoir passer des moments un peu difficiles de la journée où il y a des pics de consommation, par exemple. Mais alors, c'est la borne de recharge qui rend l'exploit possible, entre guillemets, ou c'est la batterie qui doit être différente ? Exactement. Non, c'est une batterie standard. Ça marche pour tous les véhicules électriques. L'idée, c'est effectivement d'avoir une borne de charge qui vient faire 2 fonctions en une, finalement, qui vient charger comme une borne de charge qu'on voit aujourd'hui standard, et puis qui vient aussi pouvoir extraire cette énergie de la batterie et la rendre au réseau. Nous, notre métier, c'est vraiment l'électronique de puissance, donc c'est ce qui a trait effectivement à la conversion de l'énergie. Et en fait, l'innovation qu'on porte, c'est de la faire dans les 2 sens. Et ça suppose que cette borne, elle soit un peu intelligente, c'est-à-dire qu'elle soit connectée au réseau, on puisse la mettre en service au bon moment, entre autres. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de logiciels associés, beaucoup de protocoles, beaucoup de sécurité logicielle aussi apportée. On vient parler de cybersécurité, même parce que finalement, on devient un producteur pour le réseau électrique et il ne faudrait pas déstabiliser les réseaux électriques. Donc effectivement, il y a beaucoup d'intelligence, de l'électronique de puissance, et puis finalement, tout ça mis ensemble permet de rendre de grands services au réseau. Oui, alors justement, c'est un élément vraiment important sur lequel il faut insister. C'est quoi ? C'est en train de devenir un maillon crucial de la mobilité électrique, cette technologie. Parce que sans elle, on sait que les ruptures de charge, elles sont déjà là. C'est même pas l'avenir. On l'a vu en Californie au cœur de l'été. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Oui, c'est très vrai. Je pense que l'idée, c'est vraiment de renverser les choses et puis de faire que plutôt que la voiture électrique soit une contrainte pour le réseau, parce qu'il faut la charger à des moments pas forcément choisis, c'est vraiment de faire un tampon et puis finalement de devenir probablement le prochain standard. Alors ce qu'on envisage, c'est finalement que ça devienne le standard chez les particuliers, dans leur domicile et dans les entreprises où il y a des flottes de véhicules électriques qui vont grossir de manière très très importante. Donc l'idée, c'est là où la voiture stationne le plus, on va mettre à disposition un chargeur qui permet finalement de prendre l'énergie quand on en a besoin, de la rendre quand il y en a trop. Mais alors j'ai vraiment une question qui est une question d'utilisateur. Comment je peux être sûr que je vais récupérer ma voiture avec la batterie pleine, quoi, ce que je veux dire ? Super important. Déjà, il y a beaucoup de logiciels, ce qu'on a dit, donc il y aura des règles un petit peu d'usage qui vont être mis en place par nos systèmes et par nos clients aussi, qui sont les fabricants de bornes elles-mêmes. On ne va pas les décharger la batterie complètement parce que c'est pas très productif pour la batterie. On va plutôt rester dans une zone de charge assez haute, entre 60 et 90%. Et finalement, l'idée, c'est que tout ça sera planifié sur une application ou autre. On pourra décider. C'est-à-dire, je peux garder la main. C'est-à-dire, je peux dire. Garder la main, tout à fait. Par exemple, je n'utilise pas ma voiture pendant 3 jours. Je peux le dire. Je peux renseigner l'appli ou au contraire, je repars dans 3 heures. Attention. Exactement. J'utilise pas la mienne, quoi. On rend 2 services. On rend un service écologique quelque part parce qu'on aide le réseau et ça c'est important. Et puis on rend un service économique, c'est-à-dire que l'énergie qu'on va rendre au réseau,
sera rendue plus chère que celle qu'on achètera pour recharger le véhicule. Donc il y a un intérêt pour le consommateur de donner ses disponibilités, je dirais, de charge-décharge. Ouais. C'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on appelle le vehicle to grid, c'est le V2G. Marché énorme. Je ne me rends pas compte, ça représente quoi en France, en Europe, ce marché-là d'aujourd'hui et de demain? Ouais, en fait, ce qu'on imagine, c'est que pratiquement chaque véhicule électrique pourrait avoir son chargeur V2G au domicile ou sur une flotte d'entreprise dans l'entreprise. Ce qui fait qu'en fait, on imagine autant de chargeurs V2G que de véhicules électriques en Europe. Ouais. On parle de dizaines de millions très rapidement. Le marché se chiffre en dizaines de milliards d'euros rien que pour l'Europe, et c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil sur les autres zones géographiques. Ouais. Donc c'est très rapidement des dizaines de milliards d'euros à horizon 2025-2030. Ouais. Et ça explique évidemment aussi cette levée de fonds, près de 10 millions d'euros, je le disais. Auprès de quels partenaires et puis pour quelle stratégie? Alors oui, on a effectivement eu la possibilité de choisir un partenaire. On cherchait un partenaire qui croit dans nos valeurs et à qui on soit bien aligné. Donc le partenaire principal de l'opération, c'est un fonds qui s'appelle Tilt, qui en fait est un fonds, le fonds de transition énergétique du groupe Syparex, et qui effectivement a compris que l'électronique puissance était vraiment au cœur de la transition énergétique. C'est vraiment le métier de base de la transition énergétique. Et puis c'est des industriels. Ils cherchent à financer des boîtes industrielles, ce qui n'est pas le cas de tous les fonds, et c'est effectivement ce qu'on cherchait aussi. Nous, on se positionne vraiment en industriel, c'est vraiment une partie forte. Donc le groupe Tilt, déjà, qui a pris la majorité des parts. Et puis, on a voulu aussi associer BPI France, qui est vraiment un partenaire de long terme avec nous, qui nous a financé la R&D il y a plusieurs années déjà. Et puis la BNP, par le fonds BNP Développement, parce que voilà, c'est les plus grosses banques européennes, partenaire financier important. Donc, et donc la stratégie associée, le premier mot, c'est souvent recrutement. Est-ce que c'est aussi le premier mot que vous employez? Oui, recrutement. Alors, recrutement sur nos métiers pour la vente, déjà, parce qu'on veut se déployer beaucoup plus à l'international, sur la partie, particulièrement la mobilité électrique, les bornes de charge, mais on ne fait pas que ça. Et puis la partie, on continue à faire la R&D, il faut qu'on continue à innover. On a aujourd'hui une des solutions considérées comme la meilleure du marché sur la borne bidirectionnelle. C'était validé par des experts américains, c'était validé en Europe. Mais bon, il faut rester à la pointe. C'est un marché qui va attirer pas mal d'intérêt. Et puis la production, parce que finalement, le point principal, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique à peu près 1000 équipements par an. Notre objectif, c'est d'en faire très vite 10 000 et puis 50 000. Donc là, effectivement, on a des besoins d'investissement en production, en équipe, et puis en stock aussi, en matières premières. Pour passer ce cap. Ouais. Vous fabriquez en France, d'ailleurs? On fabrique en France, oui. On fabrique en France à Pertuis, près d'Aix-en-Provence. On a monté une usine là-bas. Et puis, on travaille avec des partenaires qui sont majoritairement français, parfois aussi proches Europe, Italie, Espagne. C'est une valeur importante pour nous. On y croit beaucoup. Alors, il y a une autre dimension, j'en ai pas encore parlé, j'en ai pas parlé non plus dans les titres, c'est l'aérospatiale. Donc, vous dites, notre métier, c'est l'électronique de puissance, et vous vous êtes retrouvé sur le projet Ariane 6, c'est ça? Donc, pour faire quoi, en fait? Exactement, grande fierté pour Watt & Well. En fait, l'électronique de puissance, c'est un métier transverse qui est partout. On électrifie tous les véhicules, alors les voitures, mais aussi les avions, les fusées même, les lanceurs. Et finalement, on se retrouve à faire une fonction critique pour le lanceur Ariane 6. On va être dans la partie deuxième étage, donc la dernière propulsion qui va mettre en orbite les satellites. Et on remplace une fonction qui historiquement n'était pas faite à base électronique par une fonction électrifiée. Donc pour nous, c'est un très gros projet d'R&D. Donc c'est un projet dont on finit le développement. On livre les premiers exemplaires pour les premiers vols, qui vont être maintenant très bientôt, 2023. Et puis on va aller plus loin, en fait. On va aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté, effectivement, comme je l'ai dit, d'équipe Ariane 6. Mais en fait, là, toute une myriade de mini-lanceurs, de micro-lanceurs qui arrivent. Ce qu'on appelle le New Space. Oui, le New Space, c'est un gros secteur. Et en fait, tout ce qu'on veut proposer, c'est finalement proposer une brique de base, un équipement de base qui permet de propulser le New Space. Donc là, on est dans le deuxième étage d'Ariane 6, donc c'est le dernier brûleur, c'est ça? C'est le dernier brûleur, c'est là qu'on va vraiment mettre en orbite les satellites. Donc c'est une fonction importante pour la mise en orbite de constellations de satellites, ce qui est nouveau sur Ariane 6 par rapport à Ariane 5. Donc on est vraiment sur un sujet chaud et intéressant. Effectivement, et sur le New Space, on serait finalement sur tout étage, parce qu'en fait, les fusées sont faites de manière différente, et on pourrait être sur n'importe quel étage des lanceurs. Notre objectif, c'est vraiment de devenir l'équipementier de référence, équipementier européen, sur tout
toute cette nouvelle génération de lanceurs, de mini et micro-lanceurs. Ouais. Je reviens au point de départ, c'est-à-dire ces bornes de charge. C'est une question que j'ai oublié de vous poser qui me semble importante. Donc vos clients, ce sont ceux qui commercialisent les bornes de recharge. Vous n'êtes pas en contact direct avec, je ne sais pas, par exemple, une entreprise qui voudrait installer des bornes de recharge dans son parking. Non, on fait du B2B, on traite avec des industriels. Et du coup, nos clients, c'est les fabricants de bornes de charge. Alors aujourd'hui, on est principalement sur les bornes de charge rapides, donc ce qui permet de charger un véhicule en 20 minutes, ce qui est un besoin fort exprimé par les usagers. Ouais. Par exemple, on est aujourd'hui c'est nous qui équipons le projet Métropolis, qui équipe tout le Grand Paris. Le Grand Paris, toutes les villes aux alentours de Paris sont équipées par un consortium qui s'appelle Métropolis. Et c'est nous qui fournissons les modules de puissance, les modules de communication vers le véhicule, qui permettent d'assurer une borne de charge rapide, très disponible. Les points sur lesquels on se positionne, c'est vraiment, je dirais, la disponibilité, la fiabilité de la solution. Et ça, on a une expérience de fiabilité avec Ariane 6 ou autre. Ouais. Et puis la performance. On vise effectivement à avoir des bornes très performantes en termes de rendement, en termes d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on puisse charger tous les véhicules présents et puis à venir, parce qu'il y a des véhicules qui sortent chaque mois pratiquement, donc c'est un gros enjeu. Et voilà. Et puis notre marché de demain, comme on l'a dit au début, c'est le V2G, c'est les bornes bidirectionnelles pour les usagers et pour les entreprises, donc des marchés complémentaires finalement. Merci beaucoup, merci Benoît Schmitt, et à bientôt sur Bismart. Bon vent, alors on va dire ça pour Ariane 6. Je vous remercie. C'est l'heure de notre débat. Est-ce que vous connaissez la mention gaz vert dans le bâtiment? Peut-être pas, c'est maintenant. Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Isabelle Clavel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes déléguée générale chez Coenov. Cécile Frédéric, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes déléguée générale chez France Gaz Renouvelable. On va vous représenter les différents acteurs de la filière. En quelque sorte, Isabelle Clavel, c'est quoi Coenov? C'est une association. Quelles sont vos missions? Oui, tout à fait. C'est une association loi 1901 qui a été créée en septembre 2014, au moment où il y avait les débats sur ce qu'allait être la loi de transition énergétique sur la croissance verte. Et aujourd'hui, Coenov, ce sont les acteurs majeurs de l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc on va trouver les grands noms des fabricants industriels d'équipements de chauffage. On va trouver les organisations professionnelles, la FFB, la CAPEB, le SINASAV, et également des acteurs du monde de l'énergie, plutôt gaziers comme GRDF, France Gaz Liquide, le SPEGN, France Gaz Renouvelable qui est membre également, et France Hydrogène. Et donc notre approche, si vous voulez, elle est vraiment fondée sur la complémentarité des énergies. Et dans cette complémentarité des énergies, notre conviction, c'est que les gaz renouvelables, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ont vraiment un rôle à jouer essentiel dans la décarbonation du bâtiment pour atteindre les objectifs de 2050. Ce qu'on va détailler ensemble. Cécile Frédéric, vous représentez qui, France Gaz Renouvelable? Alors France Gaz Renouvelable, c'est toute la chaîne de valeur, depuis la production des gaz renouvelables jusqu'à la distribution, jusqu'au réseau de distribution, l'introduction dans les réseaux de gaz. Donc, et en France, les producteurs, c'est essentiellement des agriculteurs. Donc on représente le monde agricole autour des agriculteurs méthaniseurs de France, des chambres d'agriculture, de la FNSEA, mais également des développeurs de projets qui vont développer des projets dans les territoires auprès des collectivités ou des industriels, et jusqu'à, comme je le disais, aux distributeurs, donc l'injection dans le réseau, donc GRDF et Oui, mais alors quand on parle de gaz renouvelable, évidemment on pense d'abord à la méthanisation. C'est pas la seule source de gaz vert? Non, ça n'est pas. C'est la technologie la plus mature aujourd'hui. C'est une filière qui est en fort développement. On a plus de 500 unités qui injectent du gaz renouvelable dans les réseaux. On peut aussi faire de l'électricité avec le biogaz. Mais il y a d'autres technologies comme la méthanation ou la gazéification hydrothermale, qui sont des processus
process qui sont plus embryonnaires ou qui ne sont pas au même stade de développement, c'est ça? Qui ne sont pas au niveau de l'injection aujourd'hui et qui sont effectivement au niveau du développement. Ouais. La filière vise une part de 20% de gaz renouvelable produit localement en 2030. Pour bien comprendre ce que représente un tel objectif, on en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà, la consommation de gaz naturel fossile en France, c'est 16% de la consommation sur l'année. En hiver, on peut atteindre jusqu'à 40%, voire 50% des besoins. Aujourd'hui, la filière, elle a débuté en 2015 et aujourd'hui, on représente 2% de la consommation, donc quand même 8 TWh avec ces 500 unités dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment du gaz qui est produit dans les territoires, au niveau des exploitations agricoles ou des unités de méthanisation qui vont traiter des déchets. Puisque en France, on a une filière qui est vraiment une filière de traitement de déchets, donc tout ce qui est déchets fermentescibles, c'est-à-dire les déchets agricoles, donc les effluents d'élevage, les résidus de culture, mais aussi vos déchets de cuisine, les déchets des ménages ou des cantines, et les déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est essentiellement le gisement qui est extrêmement important en France, puisque la France est un grand pays agricole. Ouais. Isabelle Clavel, l'avantage de cette énergie, il faut peut-être un peu rentrer dans le détail. Moi, je vais dire local, durable, c'est peut-être les deux premiers adjectifs qui vous viennent à l'esprit aussi. Oui, c'est peut-être là qu'on peut faire le lien justement avec les usages dans le bâtiment. Effectivement, pour comprendre pourquoi le gaz a cet usage local, il faut savoir que le gaz de réseau aujourd'hui alimente 40% des logements pour le chauffage en France. Donc c'est une maison sur 3, un logement collectif sur 2. Dans le tertiaire, c'est 1 mètre carré sur 2. Donc, c'est vraiment important. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, dans les débats qu'il y a dans la transition énergétique, dans la stratégie pour l'énergie-climat, les débats qui se tiennent en ce moment, on associe systématiquement, en fait, la décarbonation des logements à l'électrification massive des usages. Or, il y a effectivement une énergie locale, renouvelable à disposition qu'il peut être intéressant d'utiliser. Alors, je ne sais pas si vous voulez maintenant que j'explique aussi pourquoi il y a un intérêt à le flécher vers le bâtiment, ce gaz vert, pourquoi ils seront un vecteur indispensable à la décarbonation. Alors, on va expliquer ce qu'est la mention gaz vert, mais d'abord, moi j'ai une question d'utilisateur. Est-ce qu'il faut que je change quelque chose à ma chaudière ou dans un immeuble collectif à la chaudière si on veut flécher gaz vert? Et justement, c'est bien ça l'avantage et qui est tout l'enjeu de la communication et de la démarche mention gaz vert, c'est que tous les équipements qui fonctionnent au gaz aujourd'hui sont d'ores et déjà compatibles avec le biométhane qui circule dans le réseau. Donc il n'y a aucun frais, ni d'adaptation, ni d'investissement à faire. Voilà, les équipements sont déjà, fonctionnent avec le biométhane, le peu qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain dans le réseau. Si je peux me permettre, c'est la même molécule qui est produite. La molécule de gaz naturel fossile qui est extraite est la même molécule que celle qui est produite par un méthaniseur aujourd'hui. Donc c'est évidemment le même produit. Donc c'est assez simple. Alors cette mention gaz vert, en quoi ça consiste ? Alors, la démarche, en fait, alors c'est vrai que c'est peut-être intéressant de réexpliquer pourquoi on lance cette démarche. Il y a vraiment une méconnaissance. On a fait un sondage, en fait, GRDF a réalisé un sondage BVA en juin 2022 pour voir un peu quelle était la notoriété du gaz renouvelable. Alors, elle progresse, puisqu'on a environ 84% des gens qui ont été sondés qui disent en avoir déjà entendu parler. Pourtant, seulement 24% des personnes savent exactement ce que c'est, comment ça marche, d'où ça vient. Il n'y a qu'une personne sur deux, vous parliez de la compatibilité des équipements, une personne sur deux seulement a compris que son équipement était compatible avec le biométhane. La bonne nouvelle, c'est que c'est devenu la deuxième énergie plébiscitée par les Français après l'électricité verte. Et finalement, quand on pose la question aux Français, 76% des Français se disent prêts à se chauffer au gaz vert s'ils en avaient les moyens. Et donc, c'est vraiment pour répondre à ce besoin de connaissances, de concret, que toute la filière se mobilise et lance la mention gaz vert. Alors, la mention gaz vert, qu'est-ce que c'est ? Voilà, je repose la question. Donc, c'est une démarche, en fait, qui va se décliner, on va dire, de deux manières. D'abord, en fait, c'est une étiquette
compatible gaz vert, qui va être justement fourni par les fabricants industriels d'équipements de chauffage et qui sera ensuite apposé par les installateurs, les mainteneurs, qui au moment de la livraison d'un matériel ou de l'entretien, du dépannage, vont pouvoir coller cette étiquette et puis informer surtout le consommateur, l'utilisateur, que son équipement, que ce soit une chaudière gaz, que ce soit une pompe à chaleur hybride, qu'elle soit récente ou ancienne, eh bien, elle est d'ores et déjà compatible avec le gaz renouvelable qui circule dans le réseau. Et on a apposé sur cette étiquette un petit QR code. Lorsque le consommateur flashera ce QR code, il arrive sur une page qui expliquera justement ce qu'est la méthanisation, puisque c'est aujourd'hui la filière la plus mature, et puis surtout qui lui permettra de savoir où sont les sites de production à proximité de chez lui. Donc ça, c'est la première déclinaison. Donc on est dans le local dont on parlait. On reviendra à une autre déclinaison tout à l'heure, je vous laisserai la parole. Mais alors j'ai une autre question de consommateur. Est-ce que ça coûte plus cher ? Est-ce que ça coûte forcément plus cher ? Ça coûte aujourd'hui un peu plus cher à produire que, je vais dire, il y a quelques mois avant la crise énergétique. Aujourd'hui, on est au même niveau et de toute façon, pour le consommateur, c'est vendu au prix du TRV, enfin, du gaz fossile. Donc il n'y aura pas de différence si moi, dans mon immeuble, avec mes copropriétaires, je décide de passer au gaz vert, on va avoir la même facture à la fin de l'année ? Alors, ça va dépendre de l'offre de votre fournisseur et du pourcentage de gaz vert qui va être introduit dans votre fourniture, dans votre contrat. Et alors ça, allez-y. Par contre, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on développe cette filière pour que le maximum de gaz vert soit incorporé dans les réseaux et que justement le coût du gaz vert soit pris en charge par les fournisseurs aujourd'hui. Alors, vous disiez premier usage et deuxième usage, c'est quoi alors ? La deuxième déclinaison, c'est maintenant acteurs engagés gaz vert. Je vous parlais de la mobilisation de toute la filière. Effectivement, tous les acteurs qui voudront matérialiser leur soutien, leur conviction, leur engagement à cette filière, au développement des gaz renouvelables, pourront utiliser cette mention d'acteurs engagés gaz vert. Donc vous avez d'ores et déjà des promoteurs qui sont promoteurs engagés gaz vert, des installateurs engagés gaz vert, pour avoir demain des territoires engagés gaz vert, des villes engagées gaz vert. Et ça permettra, si vous voulez, vraiment de matérialiser, enfin voilà, d'avoir une meilleure connaissance des gaz renouvelables. Oui. Et j'oublie juste vraiment un point important, c'est qu'au final, vraiment, cette mention gaz vert, elle permet, parce que ça fait le lien avec la question que vous venez de poser à l'instant, surtout au final, aux consommateurs, eh bien, de continuer d'avoir le choix de choisir l'énergie qu'il veut pour se chauffer et d'éviter au pays d'avoir la dépendance d'une seule énergie. Et donc on le fait par le biais de la pédagogie, de la transparence pour informer les consommateurs. Et il y a évidemment un enjeu de souveraineté qui est majeur, ça c'est très important de le signaler, mais est-ce qu'il y a suffisamment de matières premières ? C'est-à-dire que si on reste sur cette technologie de la méthanisation, c'est souvent une critique qu'on fait, on ne va pas se mettre à cultiver des terres pour pouvoir alimenter les méthaniseurs. Un agriculteur, son métier, c'est pas ça, quoi. Je vous rejoins totalement, et justement, ce qui est intéressant, c'est que la France a développé un modèle vertueux, puisque les méthaniseurs sont limités sur la quantité de cultures alimentaires, justement, qu'ils peuvent introduire dans le méthaniseur, et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une filière de traitement de déchets ou de ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui vont être des cultures qui vont être produites entre deux cultures alimentaires. Donc, ils ne viennent pas en concurrence avec le modèle agricole alimentaire. C'est extrêmement important pour nous. Bien sûr, c'est très important. Et ça suppose, mais c'est en train de se mettre en place, les règlements, la loi a changé, une filière de récupération de nos déchets alimentaires qui soit plus efficace. Il y a une obligation pour les collectivités, à partir du 1er janvier 2024, de traiter les déchets, donc les biodéchets, les déchets de poubelle, tout ce qui est fermenticible. Donc, la méthanisation est une solution pour traiter ces déchets. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours. C'est parti. Et j'accueille pour ce Smart Ideas Victor Rousseau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Food Truck Agency. Votre métier, c'est la cantine nomade et connectée, on peut dire ça ?
Exactement. En fait, nous, on fournit un service de restauration aux entreprises par l'intermédiaire de partenaires food truckers. Donc, ce sont des food trucks indépendants. Et l'idée, c'est de fournir un service de restauration à la fois sympa, convivial et diversifié. Parce qu'à chaque passage de food truck, ça va être un food truck différent, avec un style culinaire différent. Ouais. Alors, je disais connecté, donc ça passe par une appli, c'est ça? Comment ça marche? C'est ça. On a développé aussi une application de click and collect qui permet à la fois de connaître le planning de la semaine, donc de savoir lundi, thaï, mardi, burger, mercredi, focaccia italienne. Mais ça permet surtout de pouvoir précommander son repas afin de ne pas attendre une minute devant le food truck, parce qu'on sait que dans la restauration du midi, le temps est très important. Ouais. Qui sont vos clients, vos premiers? D'ailleurs, l'entreprise existe depuis longtemps? Depuis 2015. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de gros clients comme Accor, Danone, Bouygues, mais aussi de plus petites entreprises. Tout dépend des besoins. Surtout qu'on peut, c'est un modèle où on peut fournir un service personnalisé en fonction des besoins. Ça peut être une fois par mois qu'on intervient, ou jusqu'à 5 fois par semaine si besoin. Oui, c'est vraiment modulable d'une certaine façon. On va prendre un exemple que j'ai trouvé en préparant cette interview. ADO, qui vous a confié l'alimentation de ses 3000 salariés, c'est ça? Exactement. Alors ADO, on est dans quel business déjà? ADO, c'est la maison mère de Leroy Merlin, entre autres. D'accord. Et donc 3000 salariés, donc on est dans le Nord, hein, on est Exactement, on est à Lille. Donc c'est quoi le contrat? Ça consiste en quoi le service que vous proposez? Alors ADO, en plus, on a 2 emplacements. Simplement, on intervient le mardi, le mercredi et le jeudi. Ouais. Donc tous les mardis, mercredis, jeudi. Et à chaque fois, ça va être un food truck différent. C'est quoi le cahier des charges dans ce cas-là? Ils vous disent quoi? On veut du frais, on veut du local Exactement. Alors nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Les food trucks sont toujours locaux. On favorise fortement ceux qui s'approvisionnent en local et en frais, forcément. Ouais. Et après, voilà, c'est surtout fournir un service de restauration de qualité pour leurs collaborateurs. Même s'ils ont déjà une cantine qui est super, nous, on intervient sur l'achat plaisir des collaborateurs pour la qualité de vie de travail des collaborateurs en général. Food Truck Agency, c'est un réseau de 1500 camions, c'est ça? Exactement. Donc ce sont des indépendants, c'est ce que vous nous avez expliqué. Comment vous les choisissez, et peut-être aussi comment vous faites pour avoir... C'est-à-dire, vous cherchez à la fois la variété, mais en même temps, il faut une sorte d'homogénéité quand même, quoi. Il faut qu'il y ait une qualité de service qui soit à peu près la même. Exactement, et ça, c'est tout notre travail, d'une part dans la sélection qui est assez drastique. Donc il y a aussi la qualité de restauration qui rentre en compte, la beauté du camion, la politique RSE, la sympathie, parce qu'on veut aussi que ce soit un service convivial qui rentre en compte dans la sélection de nos partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont notés par les salariés, par exemple? Exactement. Qu'ils sont pas, c'est pas parce qu'ils ont signé avec Food Truck Agency qu'ils sont là pour toujours. Il faut qu'ils maintiennent la qualité de service. Exactement. Exactement. À la fin de chaque service, les collaborateurs ont la possibilité de pouvoir laisser un commentaire et une notation sur 5, ce qui nous permet d'avoir un retour, étant donné que nous, on n'est pas sur place sur chacun de nos emplacements, pour garantir la qualité de nos prestations tout au long de l'année. Ouais. Il y a pas mal d'enjeux quand on parle de cantines nomades, de food truck. Il y a des enjeux d'emballage, de gestion des déchets. Ça fait partie des critères, ça? Bien sûr. Et sur certains sites, on met en place de nouveaux systèmes pour limiter les déchets un maximum, comme des bocaux en verre, où on s'occupe de les mettre en service, de les nettoyer, de les remettre en service pour vraiment limiter le nombre de déchets. Ça veut dire que c'est vous qui proposez ce service en complément du camion, c'est ça? Exactement, on fait ça donc indépendamment du camion, parce que les camions changent tout le temps, du coup ce serait un peu compliqué de leur imposer. Sur les emballages, sur le plastique par exemple, est-ce que les 1500 food trucks ont déjà chassé le plastique? Oui. C'est pas possible. Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi un côté légal. Donc les emballages plastiques à usage unique sont interdits et c'est très bien. Donc nous on va un peu plus loin, mais la loi en fait beaucoup. Ouais. C'est quoi les perspectives de croissance de la Food Truck Agency? Vous avez quoi en ligne de mire là? Déjà cette année on est ouvert en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Aujourd'hui on accompagne 150 entreprises et l'objectif c'est de faire partie d'un acteur majeur de la restauration d'entreprises en Europe. Merci beaucoup, merci à vous. Rousseau, bon vent à la Food Truck Agency. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier Louise Perrin en charge de la production et de la programmation de cette émission, Lily Zalkin à ses côtés comme tous les jours, Raphaël Morel à la réalisation et Alexis Oustabassidis pour le son, cette oreillette et la qualité de son, ce qui n'est pas simple à maintenir avec les travaux dans l'immeuble d'à côté, mais c'était plutôt calme dans cette émission. Allez, salut.